On est sur l'émission Pora au son, c'est la chaîne HD24. Bienvenue à vous, je vous remercie de nous avoir rejoints. Mon invité aujourd'hui n'est rien d'autre que la légende Alibi Montana. Alors on le surnomme Alibi Montana, on le surnomme le Victor Hugo Air Force One. Oh là 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 là. Dis-nous toi Alibi, il y a tellement de choses à dire sur Alibi que je vais le laisser. Comment tu vas? Mais écoute, ça va, Mariam, très content d'être avec toi sur HD24 dans l'émission Power of Song. Merci Donc à je toi. salue tous les gens qui nous regardent. Et comme tu le dis, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de choses dans ma carrière et de continuer à faire énormément de choses et à le partager avec le public et tous ceux qui nous regardent, quoi. D'accord. Alors moi, je suis vraiment contente de commencer la première émission avec toi parce que tu es quand même un emblème du rap français et ça, on ne peut pas y échapper. Voilà. Tu as démarré ta carrière en 99. T'imagines, on est en 2024. C'est clair. Alibi, Ça fait un bail. on est en 2024 Ça en fait un bail. 99 et on était déjà sur tes sons à toi. T'as ma parole. C'est clair, le premier mini-album, Voilà. c'est-à-dire que c'est ma première empreinte discographique. Donc la première fois que les gens vont retrouver plusieurs titres à moi sur un projet. Et ça fait longtemps et puis ça rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et tu arrives avec un grand boom avec 1260 jours. Ouais, alors 1260 jours, c'est, on va dire, le vrai premier album. Ouais. Donc c'est l'album que j'ai écrit pendant mon incarcération. Ouais. Donc j'ai écrit tous ces titres-là, donc voilà, pendant que j'étais en mandat de dépôt. Et cet album-là, il va tout changer, on va dire, pour ma famille, pour moi, et puis pour tous les artistes qui étaient avec moi à l'époque dans le label Menace Record, D'accord. qui était dirigé par Bayef à l'époque, parce que cet album-là, sans clip, il va se classer dans le top album, très haut dans le top, tu vois. On va figurer avec tous les artistes en majeur de l'époque dans le top album, et c'est ça vraiment qui va nous ouvrir les portes et nous permettre de faire énormément de choses. Ok. Donc, tu n'as pas été baptisé Alibi Montana. Ça veut dire que tu es arrivé, tu as dit voilà, tu es arrivé avec un groupe, tu as dit voilà, moi, mon nom d'artiste, c'est Alibi Montana. Oui, Comment c'est arrivé ça? en fait, quand je commençais à freestyler au 4000 à la Courneuve, à faire des raps comme ça pour m'amuser, je cherchais un nom. Et vu que tout le monde m'appelait déjà Alibi, parce qu'au 4000 à la Courneuve, les gens me surnommaient tous comme ça parce que c'était moi, je trouvais les alibis pour tout le monde. Ouais. Tu avais un problème, tu venais me voir, je te trouvais qu'est-ce qu'il fallait dire à tes parents, à qui tu veux. C'est pas moi, madame, c'est la boulangerie. Voilà. Donc tout le monde m'appelait Alibi. Et du coup, quand j'ai cherché un nom pour le rap, ils m'ont dit appelle-toi Alibi. Et moi j'ai rajouté le Montana, c'était pour mon amour des films de gangsters. Tu sais, j'ai toujours aimé les films, Scarface, Lucky Luciano, tous les films de gangsters de l'époque. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le Montana. Alors peut-être qu'ils se sont réincarnés en toi. Quelque part. Tu as pris leur nom, ils se sont peut-être réincarnés en toi parce qu'après tu as vécu une vie. C'est vrai, c'est clair. Une vie de cascade. Une vie de cascade avec des aventures un peu à l'image de certains héros que je regardais dans ces films de gangsters, tu vois, même si ce n'était pas prévu, mais c'est vrai qu'on a frôlé des situations très très chaudes. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué très jeune, c'est que je tombe sur une vidéo et je vois un gars qui est dans une cellule et sur la cellule, sur toute la lignée, il y a des baskets Nike. Il est où? Il est en prison. Ben non, il est pas en prison. Il a un magasin Nike. Il a un magasin Nike. Et on m'a dit qu'on t'appelait le Victor Hugo en Air Force One. Pourquoi? Il m'appelait comme ça parce que déjà j'ai toujours aimé quelque part la mode, plutôt street mode, voilà, les baskets, j'ai toujours eu une passion pour les baskets, donc j'ai toujours adoré ça, tu vois, à l'époque, j'étais celui qui avait toutes les paires de Jordan, les Air Force j'ai toujours aimé aussi, et donc après les gens ont fait un peu le parallèle, vu que je faisais du rap, j'étais de la musique, je faisais de la musique et j'aimais en même temps ce côté mode, donc c'est pour ça que ça fait partie des surnoms qu'on m'a donnés, quoi. Mais tu as quand même une très belle plume, ta plume est très réelle. D'où ça sort cette écriture? En fait, j'ai toujours écrit, c'est-à-dire ce que je vivais ou ce que mes proches vivaient. Donc j'ai toujours eu ce côté-là de vouloir expliquer les choses. Faut savoir que moi, je viens d'une famille de réfugiés politiques, c'est-à-dire qu'on vient d'Haïti et que mes parents, surtout mon père, étaient des opposants à la dictature duvaliérienne. En fait, Duvalier, c'était un dictateur dans mon pays, qui est quelqu'un qui a massacré beaucoup de gens. Et mon père, avec certains de ses amis, luttait contre ça. Et la raison pour laquelle on est arrivé en France, c'est parce qu'à un moment, il faisait partie des gens qui étaient sur la liste des personnes à abattre. Ah oui. Et donc il a eu peur pour sa famille. Plus pour sa famille. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé en France. Moi, je suis arrivé en France, comme j'explique dans mon livre, de la rue à la Reine, aux alentours de 3 ans, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc
Et c'est vraiment pour ces raisons-là, parce que voilà, mon père, il avait vraiment peur qu'on le tue et surtout qu'on nous fasse du mal à nous, quoi. Mais tu n'as pas laissé ton pays malgré tout. Tu as créé une association qui s'appelle Cœur d'Haïti. Exactement. Et parle-nous de l'association. Alors l'association Cœur d'Haïti, dont je suis le parrain, c'est une association donc, qui œuvre pour aider les gens dans le besoin en Haïti, notamment les orphelins qui avaient eu lors du tremblement de terre en 2010, où énormément de personnes sont mortes, ont eu leur maison détruite, des familles décimées. Et du coup, on organise donc des événements où les fonds servent à aider ces gens-là, c'est-à-dire pour acheter du matériel médical, scolaire, des denrées. Pour construire le pays. Voilà, aider comme on peut. Et ce qui est bien avec Cœur d'Haïti, c'est que voilà, ils font les choses, ils mettent des photos, des vidéos de ce qu'ils font. Oui, donc c'est réel, ouais. C'est réel, les gens peuvent vraiment voir ouais. voilà, où va l'argent et à quoi ça a participé. D'accord. Donc en bas, on va mettre effectivement l'adresse pour faire un don à Cœur d'Haïti. Voilà, parce que c'est l'Haïti, mais c'est aussi d'autres pays qui sont concernés par ces massacres. C'est clair. Donc je pense que si on a des personnes qui sont activistes dans les associations, il faut les soutenir. Donc on va mettre l'adresse en bas. N'hésitez pas à faire vos dons, n'hésitez pas à envoyer vos messages. Même la gentillesse, ça a un prix. Donc n'hésitez pas. Et j'en profite pour saluer les gens, les Palestiniens actuellement qui payent un lourd tribut. Après, chacun peut avoir des différents avis, mais on ne peut pas être insensible face on va dire, à la détresse qu'on voit des enfants qui meurent, des familles qui sont décimées. Il n'y a pas longtemps, on m'a montré une vidéo, tu vois, d'une femme par rapport à la famine, qui est partie chercher de la farine pour nourrir sa famille. Et pendant le chemin, une bombe a atterri sur sa maison et elle a perdu toute sa famille. Et elle revenait avec de la farine dans les mains. Et je trouve cette image vraiment atroce. C'est terrible. Et si ça ne nous fait pas réfléchir, ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous faut. Les pays souffrent beaucoup. On a d'ailleurs le génocide au Congo aussi. Le génocide au Congo, on a un grand génocide au Congo dont on ne parle pas assez aussi. Exactement. Je suis d'accord que on n'est pas là pour faire l'échelle des génocides, l'échelle de la souffrance. Quelle que soit la violence. Mais il faut savoir mettre la lumière sur des événements comme ça, parce que c'est atroce. En fait, une personne publique comme toi, quand même, il faut reconnaître que tu es une personne publique, tu trouves le temps, effectivement, de faire de l'associatif. Donc je pense que nous, en tant que spectateurs, en tant que peuple, on doit pouvoir trouver ce temps aussi et faire un peu d'associatif. Un petit don ne coûte rien. 1 euro, c'est beaucoup pour eux, c'est énorme. Donc gardons tout ça en tête parce qu'on fait on est tous dans nos activités, mais aider les autres, c'est important aussi. Bien sûr. Donc je reviens sur cette partie-là parce qu'on m'a dit Alibi a rencontré Nicolas Sarkozy. La rencontre avec notre Nicolas Sarkozy. J'ai rencontré Nicolas Sarkozy, on va dire, malgré moi, parce que tu sais que Nicolas Sarkozy ne me porte pas dans son cœur. Oui. Donc, pas beaucoup. J'avais fait un titre à l'époque où il avait eu des propos insultants pour les habitants de la Courneuve. Donc j'avais fait un titre qui ne lui avait pas plu du tout. Oui. Donc à l'époque, il avait fait appel à ses amis, tu vois, pour mettre des bâtons dans les roues. Oui. Donc ma tournée d'inspiration guerrière a été beaucoup boycottée à cette époque-là, notamment par des députés qui faisaient partie de son groupe politique. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu des annulations de dates dans plusieurs villes, etc. Ah oui, un vrai boycott, quoi. Et voilà. Et je l'ai re-rencontré, on va dire malgré moi, parce que par rapport aux activités que je menais dans l'associatif, donc du coup, des associations avec lesquelles je travaille, donc étaient invitées à l'Élysée pour parler de tout ça. Oui. Donc ils m'ont invité par rapport au travail que moi je faisais. À Cœur d'Haïti, Lui, il n'était pas au courant que je devais être là. Il n'a pas fait attention. Il y a plein de noms sur la liste. Donc moi, je suis rentré là-bas avec tous les gens qui étaient invités. Et à un moment, quand il passe et qu'il salue tout le monde, il me voit, comme j'explique dans mon livre, et moi, il me saute. Parce qu'il doit se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suis là, etc. Tu vois. Oui. Et donc, pendant toute l'après-midi, pendant tout l'événement, donc il a fait en sorte qu'on ne soit pas proche, lui et moi, quoi, tu vois. Donc, et c'est quand même impressionnant parce qu'un emblème politique, on parle quand même d'un ancien président qui, effectivement, te prend en grippe parce que tu as des avis, et nous sommes encore dans une liberté d'expression, il paraît, donc, et qui te prend en grippe. Mais tu arrives dans sa maison, tu enlèves les chaussures et tu te mets sur son canapé.
Donc c'est très marrant, l'image elle est super marrante. Et il a honte et il ne te dit pas bonjour. Donc c'est quand même pas digne d'un homme politique, je tiens à le dire et je l'assume. C'est quand même pas digne d'un homme politique. Et toi, rappeur engagé, quand même reconnu pour son rap hardcore et son franc-parler, tu arrives à rentrer à l'Élysée. Oui, parce il s'est pas aperçu que j'étais sur la liste. Voilà, mais je pense que En gros, si- on peut se faufiler. je ne sais pas si tout le monde peut se fouiller, si c'est des choses qui arrivent souvent, mais en tout cas, je pense que vu qu'il y avait tellement d'associations qui étaient invitées et que la liste était énorme, je Oui, pense que ou peut-être ils n'ont pas fait peut-être la relation parce que il n'y avait pas écrit Alibi Montana, il y oui, avait mon vrai patronyme, tu vois, exactement. et peut-être qu'ils n'ont pas fait attention. D'ailleurs, comment ça se passe, par exemple, quand tu as un rendez-vous administratif ou chez le médecin, on dit monsieur, on ne dit pas monsieur Alibi Non, Montana. heureusement. Non, on m'appelle par mon vrai prénom. Mais ce qui m'arrive souvent, c'est d'arriver dans des endroits et qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans Oui, certaines administrations, tu vois. oui, Et que après des gens demandent une photo, un selfie, tu vois, oui. c'est des choses qui arrivent même à l'aéroport. Il y a une anecdote qui est très marrante, c'était, tu sais, au contrôle des passeports. Ouais. J'arrive et je tends mon passeport et l'agent qui est devant, qui est de sa cabine, il me reconnaît. Il me dit, ah ouais, c'est Alibi Montana. Et c'est un truc de fou. J'étais avec des gens de ma famille sur ce voyage-là. Ouais. Et il sort de la cabine Ah et il oui, prend une photo avec moi et tout le monde le voit. Et tu vois, et ça met du retard, ça fait perdre du temps aux gens. Et Et c'était fou, tu vois. ouais. Et même moi, après, quand je suis parti, je suis sorti de l'autre Il côté. peut se faire virer d'ailleurs. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Tu vois. Tu sors de ta cabine, tu peux un peu te faire virer quand même. Non, mais franchement, moi, je trouve ça vraiment passionnant de faire des rencontres comme ça. Parce qu'à côté de ça, tu t'arrêtes, tu discutes quand même avec les gens. Voilà, tu restes quand même la tête froide. Oui, je suis comme ça. En fait, j'en fais plein. Tu vois, tout mon entourage pourra te le dire. Ouais. Je prends toujours le temps pour les gens quand Ouais. je les croise, que ce soit quand je fais des courses, quand je suis dans une ville, ou comme tu dis, Ouais. une administration. Ça m'arrive souvent et je me suis toujours arrêté pour les gens. Pour les gens. Alors, tu arrives en 2019 avec ton livre. Exactement. Avec mon livre De la rue à la rime. Alors, Je vais t'arrêter sur le titre parce que j'aime beaucoup. De la rue à la rime. T'imagines le titre que c'est? c'est Fou. clair. Ouais, c'est beau. C'est clair. Ouais. Quand je cherchais un titre, celui-là, il est venu automatiquement. Ouais. Et l'écriture de ce livre, il vient vraiment de Laurent Louis et Dominique, qui sont deux journalistes, qui ont déjà écrit sur moi déjà plusieurs articles, et qui savaient ce que je fais, parce qu'ils m'avaient suivi en tournée solo, la tournée que j'avais fait pour mon album Inspiration guerrière et Prêt à mourir pour les miens. Ouais. Mais ils m'avaient déjà suivi à l'époque de ma tournée avec Eliem, la tournée de l'album Rue. Oui. Et donc, du coup, ils avaient pu voir un petit peu tout ce que je faisais à côté, l'associatif, ou mon engagement pour les jeunes dans les maisons de quartier, à chaque fois que j'avais un concert. Et ils m'ont dit, franchement, tu devrais écrire un bouquin, parce que sur tes albums, on écoute tes titres, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est vraiment eux deux qui m'ont convaincu d'écrire le bouquin. Et pendant 3 ans, ils venaient me voir une fois par semaine. On se réunissait tous les trois, justement, pour mettre en place ce livre. Pendant 3 ans, vous avez écrit ce livre. Pendant 3 ans, il y avait tellement de choses à dire. Et puis, eux, ils s'étaient fait un schéma. Ils se disaient, bon, voilà, on va faire comme ça, par chapitre, pour pouvoir expliquer les choses. Alors, est-ce que tu comptes en écrire un deuxième? Parce que tu as une grande vie. Alors, l'éditeur m'en a parlé, et c'est quelque chose qui m'intéresse, mais après, il faut trouver le temps. Mais c'est un truc qu'on a déjà évoqué avec l'éditeur Collection de Mémoire, et peut-être que ça se fera après. Comme tu le sais, Mariam, je suis tellement engagé sur beaucoup de choses Oui. à l'heure actuelle, entre tout ce que je fais en Alibi Montana solo, Ouais. ce que je fais maintenant avec mon agence Artop. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Et puis aussi avec le cinéma, avec Sébastien Jiménez. Ouais. Mais si à un moment je peux le faire, je le ferai. Alors, on parle justement de cinéma. Alors, un matin, tu te réveilles, on te contacte pour dire, voilà, on a un film à te proposer, Le Braconnier, qui sera bientôt dans les salles. Suivez les actualités d'Alibi, d'ailleurs. Parle-nous un peu du Braconnier. En fait, Le Braconnier, c'est le réalisateur lyonnais Sébastien Jiménez. Oui, Il me contacte en DM sur les réseaux sociaux. Il me dit, voilà, Alibi, j'ai tous tes albums. Il me dit, je connais pratiquement toute ta carrière, les titres que tu as fait, les featuring, parce que j'adore le rap et j'aime ce que tu fais depuis longtemps. Il me dit, j'ai écrit un film qui s'appelle Le Braconnier. Et il y a un rôle, le chef de gang de l'histoire.
et je te vois toi dedans. Et j'aimerais que c'est toi qui joues ce rôle-là. Donc, il me dit ça sur les réseaux, donc on parle, on s'échange nos numéros, on s'appelle au téléphone, et puis ensuite, il vient me voir avec le scénario, et je me rends compte que c'est un mec vraiment génial, et c'est de là que tout part, que j'accepte de jouer dans son film, Le Braconnier. Et tu te sens à l'aise en tant qu'acteur? Très à l'aise. Franchement, parce que les acteurs principaux, donc Grégory Gatignol et Alex Chevalier, Grégory Gatignol qui a joué dans Les Choristes, qui a joué dans plein de films, Oui. Alex Chevalier aussi, qui est un acteur qui a plein de films, et ils m'ont mis à l'aise surtout, eux, sur le tournage. Ils m'ont dit franchement, Sébastien, tu as choisi parce que tu es le rappeur Alibi Montana. Ouais. Ils ne te demandent pas d'être un acteur, soit Alibi Montana. Donc c'était facile de faire le Alibi. Ils m'ont dit joue comme ça, Sébastien m'a dit joue comme ça. D'accord. Et j'étais très à l'aise sur le tournage. Tu étais très à l'aise. Ouais. Alors est-ce que après ce film, parce que tu te révèles des talents d'acteur, est-ce que tu comptes effectivement dévier sur d'autres films au final? Oui, on est sur des projets là à l'heure actuelle, sur différents projets cinématographiques. Après dévier, devenir un acteur, je n'ai pas cette prétention, mais par contre continuer tout ce que je fais dans la musique et en même temps faire des projets cinématographiques, oui, c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de me voir faire. Parce que finalement, ta vie est un film. Quelque part, oui. Ta vie est vraiment un film. Moi, honnêtement, pour avoir essayé de faire ta biographie, j'ai eu tellement de choses que je me suis dit, mais ils connaissent déjà Alibi. Et en fait, il y a Alibi, le chanteur, vraiment avec du rap qui est très fort. Le révolutionnaire, parce que dans tes textes, il y a beaucoup de choses et beaucoup de vérités et beaucoup de messages à comprendre. Ensuite, tu as aussi la partie où effectivement tu écris ton livre, donc tu es éditeur. Donc, je ne suis pas éditeur, je suis auteur. Auteur. Donc tu te révèles effectivement sur une autre partie, avec ton livre. Exactement. Donc, explique-moi un peu. Donc voilà, qui est sorti donc, chez l'éditeur Collection de Mémoire. Et voilà, et ce livre, je l'ai écrit donc, avec Laurent Louis et Dominique, qui sont deux journalistes, deux pigistes, qui écrivent pour beaucoup de journaux et avec lesquels on s'est concerté pour écrire ce livre, on va dire de manière collégiale, quoi, en trio. D'accord. Donc avec le livre, tu n'es pas rassasié, avec Le Braconnier, tu n'es pas rassasié. Et là, tu décides de créer Artop. Oui, alors franchement, l'histoire d'Artop, quelque part, ça vient aussi avec le film. Parce que tu sais, avec Braconnier, on a fait une tournée en France où on projetait le film dans plein de salles dans des villes de France. Avec l'équipe du film, avec Sébastien Jiménez, le réalisateur. Et à chaque fois, tu vois, dans les salles où on allait, j'ai eu l'occasion d'aller dans le fin fond de la France, tu vois, dans plein de petites villes. Et à chaque fois, on avait des artistes qui venaient nous voir après la séance et qui m'expliquaient qu'eux, ils avaient des projets. Alors, je rencontrais des gens qui avaient des albums, des gens qui avaient des courts-métrages, des gens qui avaient des bouquins, toutes sortes de projets. Et eux, ils m'expliquaient que dans leur ville à eux, il n'y avait rien pour les mettre en avant. Tu vois qu'ils n'avaient pas la possibilité de défendre leur projet. Ils n'étaient pas accompagnés. Et à chaque fois qu'on revenait d'une ville, c'était tout le temps ça. Et mon associé donc, Majid Lebar, qui travaille avec moi pour tout ce qui est Big Up Majid, pour tout ce qui est Alibi en solo, il m'a dit Alibi, regarde les gens qui viennent te voir avec plein de projets, à chaque fois dans chaque ville, il m'a dit il y a vraiment quelque chose à faire. Il m'a dit franchement, si on montait une agence ensemble justement pour pouvoir accompagner tous ces gens-là, je pense que c'est quelque chose qui manque dans le paysage. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Artop et c'est comme ça qu'on a décidé de fonder Artop. Alors comment on devient client de Artop? Alors déjà, il faut avoir un projet à défendre. Voilà. Aussi bien, ça peut être musical, ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans l'écriture, le beatmaking, même la peinture, parce qu'on a aussi des artistes peintres chez nous. Avoir un projet à défendre et vouloir le défendre. Et à partir de là, on vient nous voir. Des gens nous contactent directement en DM sur l'Instagram de Artop. Ils nous disent, voilà, j'ai tel projet, j'ai besoin d'être accompagné. À partir de ce moment-là, la personne a un rendez-vous avec Majid ou avec moi. On étudie ensemble ses besoins et les objectifs à atteindre. Et à partir de là, on met un plan en place. C'est important ce que tu viens de dire. Alors, retenez bien, Alibi répond au DM. Alors, ce qui n'est pas donné et ce que tous les artistes ne font pas,
C'est-à-dire, même si vous êtes une personne saine, une personne avec un projet, on a certains artistes connus, confirmés, qui ne répondent pas aux DM. Donc, ce que tu viens de dire, c'est très important. Quelqu'un qui a un projet, qui ne sait pas comment te contacter, qui vient sur Insta, Facebook, qui vient poliment, bien sûr, bonjour Alibi, je me présente, j'ai un projet, est-ce que tu veux bien m'écouter? Tu lui laisses la porte ouverte. Exactement, on discute surtout sur l'Instagram de Artop, donc c'est Artop94, Ouais. mais maintenant, quelqu'un qui me parle sur mes réseaux sociaux personnels aussi, voilà, je vais aussi prendre le temps Tu es de accessible à ton l'écouter public, quand ouais. c'est possible, quand j'ai vu le message, parce qu'on a beaucoup de messages, Normal. et je le fais. Mais c'est vrai que l'Instagram qui est dédié à ça, c'est l'Instagram Artop94, c'est celui-là qui est vraiment dédié et qui est là justement pour répondre aux gens et pour donner des rendez-vous aux gens selon leurs besoins. D'accord. Donc, si vous voulez faire partie de l'agence Artop et que vous avez un projet bien construit, bien sûr, un plan bien construit sur votre projet, vous pouvez contacter Alibi sur Artop en vous présentant correctement, en posant votre projet. Et comme il dit, il répond et ça devient très rare aujourd'hui. Donc, saisissez la chance. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui soutiennent un peu les autodidactes, donc n'hésitez pas à y aller. Donc, on va vous mettre l'adresse en bas pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, merci à toi, Alibi, de répondre un peu à mes questions. J'en ai encore plein d'autres. Et d'ailleurs, dans ton agence, tu es venu avec une petite perle. Exactement. Train You. Exactement. Alors, Train You a fait la démarche d'aller chez Artop. Qu'est-ce qu'il a fait, Train You? Il a toqué à la porte, il est passé par la fenêtre. Alors, non, Train You, ça s'est passé comme je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il a fait la même démarche qu'ont fait plusieurs artistes avant lui et que des gens peuvent faire. Et pour nous soumettre son projet, nous faire écouter ce qu'il fait. Et on a étudié ça ensemble, donc avec mon associé Majid Lebar, de façon à pouvoir lui proposer de manière optimale le mieux possible pour le faire avancer, pour l'accompagner. Mais je crois que le mieux, c'est de pouvoir l'avoir, qui s'exprime et qui puisse parler de ce qu'il fait et de sa rencontre aussi avec nous. Alors, est-ce qu'il faut une qualité humaine pour être artiste? Je pense que déjà, il faut avoir cette fibre artistique, vraiment. Ça veut dire aimer ça. Je pense que les gens qui ont vraiment cette fibre artistique, je pense, pour avoir rencontré beaucoup d'artistes et pour moi-même le ressentir, je pense qu'il y a la passion avant tout. Qu'il y a même la passion avant ce côté financier, avant de penser à gagner à l'argent. des millions. Je pense qu'il y a vraiment cette passion qui est en jeu, cette envie de créer. Moi, je sais que pour moi, c'est comme ça. Et la plupart des artistes que je rencontre avec lesquels je suis bien, souvent, c'est la même chose pour eux. En fait, dans ton panel, c'est super bien parce que ce qui se passe, c'est que tu as créé Artop, l'agence de communication, tu as fait le film et tu es rappeur. Donc, en fait, ce qui a permis de faire une transition, parce qu'on sait tous que dans des films, on a besoin de communication pour effectivement montrer aux gens ce qu'on fait et on a besoin aussi de BO. Oui, exactement. Et Sébastien, c'est ce qu'il m'a dit d'entrée de jeu. Il m'a dit ce qu'il faudrait, c'est que ce soit toi qui fasses la BO du film, que tu fasses des titres inédits que pour le film. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai fait un titre au Canada parce qu'on était parti présenter le film au Canada. Donc, j'ai fait un titre avec un rappeur canadien qui s'appelle Alias. Et j'ai fait un titre aussi avec Colonel Réel. Pareil pour la BO du film, un titre qui s'appelle Braco, dont on a fait le clip. D'accord. Et qu'on va pouvoir voir. Ok, Braco, je pense qu'on va vous balancer un extrait du clip Braco, qui fera partie, effectivement, c'est la BO du film. De la BO du film du Braconnier, ouais. Bandit, oui j'ai grandi dans les délits de la vie. Héros des poutages, je n'ai pas de tchépi, je n'aime pas les repentis. Midi, minuit, ici y a tout ce qu'il faut, s'il faut monter sur un braco. Tout pour la plata, c'est ça qui me rend accro. On est guitarisé en cas de danger, toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. On est guitarisé en cas de danger, toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. Un plafond, on y va, peu importe l'heure, l'endroit. Pour du bif, on y va, les mêmes accompagnent. Après le casse, la puce est cassée, tout est brûlé. Une ou deux tasses, compter les billets, plus arrachés. Après le casse, la puce est cassée, tout est brûlé. Une ou deux tasses, compter les billets,
Mais lui a dit toujours chaud pour un hippie. Ici à Eja frérot, j'ai les outils. Quelques techniques acquises en Seine-Saint-Denis. Je refais à midi, j'ai tout claqué dans la nuit. Guitare accordée, l'orchestre a répété style de bandit entêté. Sans un jour d'RTT, négocie cagoulé ganté. En cas de refus on t'éteint, je me déplace que pour plata où j'envoie 2 gars pour planter. Yo, on est guitarisé en cas de danger. Toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. On est guitarisé en cas de danger. Toujours prêt pour la banaliser. Les années ont passé mais rien n'a changé. Les miens ont la dalle, je veux les faire manger. Un plafond, on y va. Peu importe l'heure, l'endroit. Pour du bif, on y va. Les mêmes accompagnent. Après le casse, la puce est cassée. Tout est brûlé, 1 ou 2 tasses, comptez les billets. Puce arrachée. Après le casse, la puce est cassée. Tout est brûlé, 1 ou 2 tasses, comptez les billets. Puce arrachée. Un plafond, on y va. Peu importe l'heure, l'endroit. Pour du bif, on y va. Les mêmes accompagnent. Yo, Big Bad Combination. Alibi Montana, colonel réel. Le braconnier. Ah ah. Alibi Montana, Colonel Réel. Alors suivez, franchement, le film, il va sortir et il a l'air d'être une dinguerie, il a l'air d'être super lourd. Franchement, suivez. Tu as fait un énorme travail sur ce clip parce que tu as participé aux chansons aussi. Donc moi, ma question, c'est comment on passe du rap hardcore à un rap un peu groove. Ben, c'est, comme je dis, c'est les rencontres. On s'enrichit des rencontres des artistes. Et puis, j'ai eu la chance d'aller dans tellement de pays donc pour aller chanter dans des événements. Je rencontrais plein d'artistes différents, hors rap. Et il y en a beaucoup avec lesquels j'ai collaboré. Et je prends vraiment plaisir justement à ça. Parce que je suis quelqu'un qui a fait énormément de featuring dans le rap. D'ailleurs, les feats de rap, ils disent que je suis le rappeur qui a fait le plus de feats. Ouais. Et je prends beaucoup de plaisir à faire des morceaux avec des artistes qui ont des tendances musicales différentes. En fait, si tu te rends compte, tu passes de feat avec l'emblème, la magnifique Jams. Jams, oui, avec Mélanie. Voilà, Mélanie. Et tu es à des feats avec Paola Suárez. Oui, une super chanteuse latino. Tu imagines, tu passes quand même du rap avec la déesse du rap à Paola Suárez, la déesse qui est portugaise. Portugaise, exactement. Et tu parles de chansons révolutionnaires à une époque, et là tu parles d'amour, ti amor. Oui. Alibi, ti amore. Oui, parce que je me considère vraiment comme éclectique. Ouais. Et tu sais, d'abord, par avance, chez moi, on a toujours écouté de tout. Mes parents, ils ont une très grosse culture musicale. Et je peux te dire que même très jeune chez moi, on écoutait de la funk, du compas, du zouk, de la musique africaine, du rail. J'ai vraiment une grosse culture musicale. Éclectique. Très éclectique. Et j'ai vraiment aucun souci à faire des morceaux avec des artistes différents. C'est bien fait. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et justement, j'aime confronter justement le rap, moi, que je fais avec d'autres artistes, d'autres tendances musicales. Alors moi, il y a une souris qui m'a dit, et je pense que c'est dû à le fait que tu sois éclectique, il y a une souris qui m'a dit, Alibi peut s'entraîner pendant 10 heures, pendant 20 heures. S'il va arriver sur scène et faire de l'improvisation, il fera de l'improvisation. Ouais, alors qu'il a répété. Bien sûr. Il a répété, il connaît par cœur ses textes, parce que c'est lui qui les a écrits. Mais ton kiff à toi, c'est de voir un public qui est enjoui et qui t'emmène dans la vibe, et là, tu improvises. Ouais, j'aime bien ça. D'ailleurs, souvent dans mon show, je fais un peu d'impro selon la salle, selon ce qui se passe, selon l'ambiance, parce que j'ai toujours aimé ça. Et pendant la tournée de rue avec LIM, c'est quelque chose qu'on faisait vraiment tous les soirs, parce que LIM aussi aime beaucoup l'impro. Ouais. Et du coup, dans chaque ville, à chaque date, on avait le show, on faisait toujours une petite partie d'impro, parce que moi j'ai toujours aimé ça et lui aussi. Alors tu es venu avec un petit cadeau pour l'émission Power of Song. Alors déjà je te remercie. Tu me fais partager un peu le travail que tu fais avec Artop. Dans ton travail, il y a d'accompagner ces jeunes artistes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de communication, qui ont du talent, qui ne savent pas comment le projeter. Avec l'expérience que tu as, tu les mets à disposition pour les accompagner. C'est clair. Alors, tu me fais l'honneur aujourd'hui de me ramener Treyu. Voilà, Treyu qui est un des artistes de notre agence, voilà, qui est là avec moi. J'avais eu l'occasion d'en présenter d'autres sur d'autres médias. C'est un exercice que j'aime bien faire, et justement pour démontrer le concret justement de Artop. Alors, Treyu, c'est quelle saveur musicale tu dirais?
Alors c'est lui qui va en parler le mieux, parce qu'on va le recevoir ici. Mais c'est vrai que nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de mettre dans les meilleures conditions possibles leurs œuvres. Alors aussi bien que pour tous les autres artistes de Hardtop que pour Très New, c'est ce qu'on fait. Alors, on va écouter un extrait du titre de Très New. D'ailleurs, dites-nous, vous, les abonnés, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous, est-ce que Très New doit continuer? Est-ce qu'il doit changer? Est-ce que vous aimez sa manière de poser? Parce que le but aussi, c'est que vous donniez votre avis. Parce qu'on peut être artiste, on peut avoir beaucoup de talent, mais il faut que vous sachiez donner votre avis. Donc, n'hésitez pas à commenter, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Et on va tout de suite écouter un extrait de Très New. Sur le périph' de ma vie, je sais trouver la sortie, hein. Pour éviter l'interdit, mais le brouillard s'épaissit au loin. Un gyrophare d'espoir dans cet embouteillage noir me fait planer. Mais sur ma route je roule tard, du matin jusqu'au soir, cherche la sortie pour tourner. Ok, on a Très New qui est un artiste de l'agence Hardtop d'Alibi. Très New, bienvenue. Merci, bonjour, et je voulais remercier Alibi de me permettre de venir dans cette émission. Voilà. Déjà, bravo pour ton talent. Ah bah merci. On vient d'entendre un extrait de ton titre Au péril de ma vie, c'est ça? Non, sur le périph' de sur ma le vie. périph' de ma vie. Ouais. Ah, c'est beau comme titre. Ouais. Ça sort d'où? Ça sort de ma vie, entre guillemets, mais je pense que c'est un titre avant tout où chacun peut se reconnaître, Ouais. puisque la vie c'est toujours des hauts, des bas. Ouais. Et du coup, bah, j'avais envie d'écrire un titre où chacun pouvait se retrouver à travers mon texte en fait. Donc, Très New, comment tu arrives en tant qu'artiste? Tu arrives et tu te retrouves avec Alibi Montana Ouais, c'est dans énorme. sa structure. C'est énorme. Alors, moi, à la base, je suis pas un chanteur, je ne suis pas un rappeur. D'accord? Je sais même pas si je peux. T'es danseur? Non, je ne sais même pas si je peux me définir en tant qu'artiste, puisque ce qui m'a conduit à la musique, en fait, en réalité, c'est mon métier. Et mon métier, c'est, je suis préparateur physique et préparateur mental. Dans ce cadre-là, depuis un peu plus d'un an, j'interviens dans les écoles. Et dans les écoles, je prends ma casquette de préparateur mental. Et le travail que l'on fait, c'est autour de la gestion du stress, la gestion des émotions, le travail autour de l'estime de soi, la confiance en soi. Et l'idée, c'est de transmettre aux enfants des outils qui leur permettront pour plus tard pouvoir gérer au mieux toutes les problématiques en lien avec ça. Et dans ce cadre-là, quand je suis arrivé dans les écoles, moi, je n'étais pas formé pour intervenir chez les enfants. Ouais. J'aime beaucoup les enfants, j'aime travailler avec eux, j'aime ce qu'ils peuvent nous apporter. Moi, je gère des athlètes qui sont des mineurs aussi. Mais avec les enfants, dans l'école, c'était différent. Et donc, j'ai réfléchi à un outil pédagogique qui soit adapté. Et c'est vrai que la musique est arrivée naturellement. Et à partir de là, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma fille, on a fait un premier titre qui s'appelait Bim, Bam, Boum, Émotion. Et l'idée était d'ouvrir le dialogue avec les enfants autour de ce que sont les émotions. Donc, il y a les 4 émotions primaires Dis-moi. qu'on a abordées. Colère, joie, tristesse, et j'en oublie une, bien sûr. C'est déjà pas mal. Ouais, tout à fait. Je bug, Alors, tu l'as fait avec ta fille, c'est marrant, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Tu l'as fait avec ta fille. Qu'est-ce que ça faisait, bing, bong, bong? Bim, bam, boum, émotion, on peut le retrouver sur Internet, hein, c'est un truc que j'ai pas. Tu veux un petit bout, là? Ouais, je dois avoir ça. Non, un petit bout, comme ça, un truc freestyle. On t'appelle là. Un petit freestyle, là. Énervé, tu tapes des pieds, t'as envie de tout casser. Tu sais plus parler, juste crier. Poing serré, sourcils froncés. Ta colère pose ses barrières, elle aime faire la guerre. Hier, cette mauvaise conseillère. Ouais. Regarde ce que je dirais. Pas mal. C'est le refrain qui est intéressant. Et sur le refrain, il y a ma fille qui vient avec moi. Ouais. Et ça fait bim, bam, boum, émotion. Inspirer sans modération. Ouais. Bim, bam, boum, émotion. Ouais. Respirer, se relaxer. Pour gérer, c'est ça la clé. Alors moi, je vais m'en servir. Tu vas me rendre un service parce que je suis assez hyperactif et je suis très émotionnelle et très... voilà, j'évacue beaucoup d'émotions, que ce soit la colère, que ce soit la joie. Je n'ai aucun état d'âme à projeter ce que je ressens. Et c'est vrai que il faudrait qu'à mon âge, quand même, j'apprenne à me canaliser un peu. Quand même. Donc, effectivement, je vais me servir, je vais me faire le refrain dans ma tête. Et dès que je voudrais véhiculer quelque chose, je ferai bim, bam, bam. Ouais, donc, Ça, tu vois une petite technique. Ça, tu peux la retrouver sur YouTube, ce titre-là. Donc, c'était le premier titre. Puis, on en a fait un deuxième sur la gestion du stress. Là, c'était plutôt un public ado.
puisque je devais intervenir sur des collèges. Ensuite, on a fait un truc qui s'appelait Ensemble, sur le vivre ensemble. Voilà, tout ça, c'était toujours avec ma fille. Puis, comme je travaille avec l'éducation nationale, on m'a demandé, tiens, on parle beaucoup du harcèlement scolaire, cyberharcèlement, de faire un titre autour de ça. En fait, au final, j'en ai fait 2. On a même fait une BD pour illustrer tout ça et pour pouvoir intervenir dans les écoles. Donc, à la base, ma démarche, c'était vraiment apporter un outil pédagogique pour pouvoir intervenir. Et puis, je me suis pris au jeu, en fait, j'aime beaucoup. J'applaudis ton travail. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est réel, le harcèlement à l'école. Et je tiens à faire un point, éduquez vos enfants pour en sauver un autre. Voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, apprenez-leur les bons gestes, la bienveillance, voilà, le savoir-être avec tout le monde. Voilà, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, nous sommes tous ensemble, parce que nous sommes tous des humains. Et nous avons chacun notre particularité et nous servons tous à quelque chose. Voilà, la force de l'un et la force de l'autre. Et ça passe beaucoup par là pour les comportements, c'est-à-dire l'éducation, ce qu'on peut mettre dans la tête de nos enfants, ça va vraiment les aider pour le comportement qu'ils vont avoir avec leurs prochains. Exactement, soyons des exemples. Et toujours être ouvert à un dialogue, pouvoir échanger avec les enfants, c'est important. Et on se rend compte également que des enfants qui ont été harcelés peuvent eux-mêmes devenir harceleurs. Oui. Donc il est important de toujours garder le dialogue avec les enfants et de leur expliquer les choses. Alors, à travers toute cette expérience avec les enfants, tous ces jeux d'émotions que tu peux connaître, tu as mis ça à l'écrit. Donc j'ai écrit tout ça, on a trouvé des mélodies, j'ai travaillé tout ça. Encore une fois, à la base, je ne suis pas rappeur, je ne suis pas chanteur. C'est vraiment l'idée principale, c'était un outil pédagogique. Et puis au fur et à mesure que je faisais, il y a plein d'autres thèmes que j'ai abordés. Je travaille en psychiatrie, donc j'ai fait un titre autour de la dépression. J'ai écrit aussi pour des trucs personnels, j'ai écrit pour ma sœur, je lui ai fait aussi un titre. Voilà, la musique me permet de transférer mes textes, parce qu'en fait, moi j'écris depuis petit, j'ai toujours écrit, ça j'ai pas de difficulté à écrire. Par contre, la mélodie, c'est encore autre chose, ça c'est un gros travail. Alors, encore que je vais travailler. Tu décides un jour, tu te lèves un matin, et comment ça se passe? Tu te lèves un matin, tu vois une photo d'Alibi, tu dis « Oh, je vais le contacter, il me plaît bien ». Non, je les ai vus passer sur Instagram. Ouais. Et en fait, je n'ai pas eu Alibi en premier. D'abord, j'ai eu Majid. On a échangé, je l'ai trouvé cool. En fait, c'est des gens qui sont abordables. Malgré le vécu, vous avez entendu, et vous savez tout ce qu'il a pu faire, et beaucoup de gens le connaissent. Il est simple. Moi, quand j'étais à son agence, il est là, il est posé, il écoute, il donne de très bons conseils, il est réactif. Oui. C'est un grand pour moi. Un grand frère et un grand homme en même temps. Alors, tu as quand même affaire à un emblème du rap français. Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu à un moment donné une gêne de lui présenter ton travail ou une timidité de dire « Ah, j'ai peur de ne pas être à la hauteur » parce qu'il a quand même un gros bagage. Mais il sait mettre à l'aise. Il sait mettre à l'aise. J'ai pas eu l'impression d'avoir un jugement particulier. S'il y a des trucs à travailler, il va te le dire, clairement. Voilà. Son filtre, il dit « Voilà, tiens, ça, il va falloir le travailler. » Et puis c'est comme ça qu'on avance. Non, j'ai pas eu cette impression-là parce qu'il ne met pas une barrière. Il y a des gens qui vont vous mettre une barrière parce qu'ils ont besoin de ça. Lui, il n'a pas besoin, il est naturel. C'est clair. C'est ce que j'essaie de faire quand les gens viennent au bureau, quand les gens prennent rendez-vous et qu'on échange ensemble. J'essaie vraiment de leur montrer qu'on peut parler et qu'on est là pour avancer au mieux. Voilà. Et quelles sont aujourd'hui ta vision avec Artop? De pouvoir avancer et d'avancer sereinement en fait. On est soutenu par des professionnels. Oui. Et en plus, ils se complètent l'un et l'autre. Oui. Puisque Majid, lui, c'était plutôt l'homme de l'ombre, qui a cette expérience de soutien. Et on a Alibi qui est cet homme de terrain, qui a un vécu exceptionnel et qui est passé déjà par plein d'étapes. Et donc, pour nous, c'est très riche. Vous voyez, un truc tout bête, par exemple, la petite jaquette que j'ai faite sur le périph' de ma vie, je lui ai fait valider. Oui. Naturellement, je lui ai envoyé un SMS, boum, il a regardé, il m'a dit tiens, mets celle-là. D'accord. Donc tu l'as contacté sur Insta, tu as vu, tu l'as contacté sur Insta, ils t'ont répondu, Majid, Alibi, parce que l'un ne va pas sans l'autre finalement, et ils t'ont contacté, et effectivement, à travers ça, tu as eu ton entretien, et ils t'ont aidé à te développer. Voilà. On est en train de tout mettre en place. C'est ça. Voilà. De tout mettre en place. Ouais, on est sur le début de la mise en place des chansons. Et puis même sur le plan artistique, il faut savoir qu'à la base, moi, je chantais avec ma fille. D'accord. Elle chantait plus que moi, en vrai. Et la petite, elle n'a plus trop envie de chanter. Oui. Donc, du coup, pour le moment, on laisse de côté. Et puis moi, je vais avancer. Et puis quand elle voudra revenir,
on la remettra dedans. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu dommage parce qu'elle chante très très bien. Mais voilà, on ne va pas forcer les enfants à faire des choses. C'est une thérapie, je pense, qui jauge avec le temps. Ouais. Moi, j'avais rencontré un monsieur qui travaillait avec des enfants autistes, qui était artiste et qui faisait de la musique pour les enfants autistes. Et les enfants autistes qui ont souvent des tics autistes, et ben, en fait, quand ils mettaient des chansons, et ben, ils étaient toujours apaisés. Il disait que j'arrivais à les apaiser avec ma guitare. Et ce qu'il mettait, et je lui dis, mais pourquoi tu mets 2 chaussettes différentes? Il met les 2 chaussettes n'ont pas la même couleur. Et je dis, pour leur apprendre qu'on est tous différents. Ouais. Tu vois? Et moi, j'aime effectivement rencontrer ce genre de personnes qu'ils ont. C'est pour ça que je demandais à Libby tout à l'heure, est-ce qu'il faut une qualité humaine? Et pour moi, je suis persuadée qu'il faut une qualité humaine. Le talent ne suffit pas. Si tu as une qualité, un cœur, cette humanité, tu vas réussir à écrire. Même si tu n'as pas une voix de Céline Dion, tu vas réussir à projeter une émotion. Bien sûr. Et je pense que ça, il n'y a rien de plus beau. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, la sincérité, elle parle toujours. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, au sein d'Artop, on travaille aussi avec d'autres entités. Par exemple, ADM qui fait Midwest TV, qui fait des événements où il veut faire le pont entre la France et les États-Unis. Ouais. On a aussi Livre d'un soir qui est un jeune éditeur qui édite plutôt on va dire les auteurs qui viennent des quartiers. Donc auteurs, autrices, tout ça, ce sont des gens qui ont des démarches de sincérité et qui sont venus me voir, voilà, et tout simplement, et avec qui on a discuté, et j'ai aimé la sincérité qu'ils ont, et on s'est dit, on va les accompagner. Et ben, pour moi, ce qui est une valeur qui compte beaucoup, c'est vraiment celle-là, c'est d'être sincère dans ce que tu fais. Ouais. C'est beau. Projet 2024, très new. Alors, mes projets, tu veux dire il y avait déjà un son là qui est venu naturellement. Il l'a abordé tout à l'heure, en fait, en tant qu'être humain. Il est difficile de vivre avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur cette terre. J'entends par là de guerre. Et du coup, j'ai écrit un morceau autour de ça qui est déjà en partie sur les plateformes, que je vais certainement sortir aussi par la suite. Et après, moi, j'écris en fonction de ce que je ressens. Oui. Donc, je n'ai pas une direction particulière. Ça va être en fonction de mes événements de vie, comme le dit si bien sur le périph' de ma vie, en fonction de ce qu'on va ressentir. J'ai une plume qui est plutôt mélancolique. Oui. Je n'ai pas une plume joyeuse. Je lui disais justement la dernière fois, ma fille me disait « j'en ai marre, tes sons, ils sont plutôt tristes, etc. » Et du coup, j'ai très difficilement écrit une chanson joyeuse qui est presque prête et qui sortira certainement aussi. Ça peut arriver. On a Alibi Montana qui a été très révolutionnaire, très hardcore, effectivement, comme je disais, qui a fait plusieurs feats. Et il arrive avec son feat, DJ Congélateur. Bien sûr, parce que rien n'empêche pas l'autre. Rien n'empêche pas l'autre, et puis c'est la musique qui parle. Ouais, c'est la musique qui gagne. Puis, comme on l'a évoqué tout au long de l'émission, je suis quelqu'un vraiment qui me suis enrichi des rencontres, des voyages, des rencontres dans les pays, des rencontres aussi artistiques. Ouais. Et puis la petite histoire avec DJ Congélateur, c'est que, tu sais, j'avais fait un morceau à l'époque avec Feu DJ Arafat, et j'étais parti faire une tournée en Côte d'Ivoire. Et DJ Congélateur, donc c'était un gamin à l'époque de ça. Il avait eu l'occasion de nous voir chanter sur une des scènes à Abidjan. À l'époque, il voulait déjà faire de la musique. Et puis un peu plus tard, quand il a signé donc, dans un label en Côte d'Ivoire et qu'il était en train d'enregistrer son projet et qu'ils sont venus en France, il a dit à son producteur, moi j'aimerais beaucoup contacter Alibi, faire un featuring avec lui, parce que quand j'étais petit, il a fait un featuring avec une de mes idoles qui était DJ Arafat. Il a dit si je pouvais, comme Arafat, faire aussi un morceau avec lui, ça faisait partie de ses rêves. Et donc du coup, le label de Congélateur m'ont contacté en m'expliquant tout ça. Donc ils sont venus me voir. Et c'est ça qui a donné naissance à ce single et à ce clip qui est dispo maintenant sur toutes les plateformes. Et j'en profite pour... Là, bon, ils sont repartis en Côte d'Ivoire, mais j'en profite pour saluer vraiment toute son équipe en Côte d'Ivoire. Surtout que le morceau fonctionne très bien là-bas, sur les télés là-bas, et qu'on a passé vraiment un très bon moment avec Congélateur et toute son équipe. Tu as vraiment des belles histoires, par contre. Tes rencontres sont très belles. Hein. Ça va être un titre de l'été, je pense. Hein, ça va aller. D'ailleurs, restez connectés. On va écouter le morceau Ça va aller, DJ Congélateur et Alibi Montana. Croyez-moi, on retrouve un alibi. Mais un alibi
digne d'un grand danseur, on ne connaissait pas. Digne d'un grand danseur et ça nous change. Suivez vraiment, allez sur YouTube, vous regarderez DJ Congélateur Alibi, le titre c'est Ça va aller et restez connectés, restez avec nous. Bon, comment? Non mais en fait on fait quoi? Parce que c'est vraiment tout ça, mais moi je voulais voyager, tout ça, faire des trucs, là t'es là au bureau, déjà tu fais pas d'argent, d'après ce que tu dis, et en plus on bouge pas. Je peux pas appuyer sur Paris. Dans ma pocket production, MI, DJ Congélateur, yes I, Alibi Montana. Dans ma parole. Yeah. Il me dit j'ai des problèmes, j'ai des factures à payer. Il me dit ma femme m'emmerde, elle veut tout le temps voyager. La famille fait sonner, il faut tout le temps cotiser. Quand j'allume la télé, y'a aucun prix qu'à baisser. Et dans la cabeza, ça ne fait que calculer, compter, monter, capter, sauter, ôter, doter. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde. Trop longtemps qu'on est là, on reste tant qu'on est bien. Ils m'ont dit tout lâcher, combien de fois j'ai failli. On a fait nos vies trop près du bien depuis longtemps. Mamie a trop de soucis, alors ce soir on va c'est dans. J'ai dit c'est dans. C'est dur, mais nous on c'est dans. Y'a Dieu dedans, Alibi Montana. Y'a Dieu dedans, Congélateur. Y'a Dieu dedans, MI au micro. Y'a Dieu dedans. On baisse pas les bras, faut travailler. On baisse pas les bras, faut travailler. Alibi Montana, Congélateur, les mondes entiers, ça va aller. Alibi Montana, Congélateur, toujours les mondes entiers, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde. Président John Pipri, maman on dit faveur. Jamais poto, white manager. 40 man. DJ Congélateur, si c'est tu voulais pas, dis-moi, tu es l'homme aussi. On t'a dit ça va aller, non? Alibi Montana. Oh, on arrive déjà à la fin de l'émission. J'ai pas envie d'arrêter parce que cette première, elle était super belle pour moi. Bien, voilà, il y a tellement de choses à faire. Alors suivez les actualités de Alibi Montana il y a encore plein de projets. On a Trenou qui arrive et qui est une belle personnalité. N'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux. Alors je suis Maman Ministre, vous êtes sur l'émission Power Song sur la chaîne HD24. Restez connectés, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je prends toutes les idées, je prends tous les commentaires. Tant qu'il y a de la bienveillance, c'est Maman Ministre, l'émission Power Song est pour vous. Alibi Montana, Congélateur, toujours les mondes entiers, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde. Merci Alibi, merci à toi. Si c'est Et je te pour les pas, derrière. dis-moi, tu es l'homme aussi. On t'a dit ça va aller, Alibi Montana.